de projet événementiel chez Experian Marketing Services. Je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire intitulé « Le design des emails est-il à la hauteur de vos messages ?» qui sera animé donc aujourd'hui par Antoine Charlet, directeur artistique chez Experian depuis 2007. Antoine est à la tête du pôle design et dirige une équipe de 8 personnes créatifs, intégrateurs et développeurs qui travaillent pour une centaine de clients chaque jour. Vous pourrez en fait tout au long de ce webinaire réagir à la présentation via le live tweet #RDVEMS. Également, je vous invite à poser toutes vos questions sur le chat qui s'affiche sur votre écran, auxquelles nous répondrons en fin de session. Je laisse donc la parole à Antoine Charlet et je vous souhaite une excellente présentation. Merci Lucie. Donc merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce webinaire. Donc on va voir quelques bonnes pratiques via des exemples commentés et décryptés. Donc on va analyser ces exemples. Donc nous sommes dans la période de Noël, donc on va rester dans la féerie et les princesses. Donc on va commencer comme toute bonne histoire qui se respecte par « Il était une fois ». Il était une fois un temps où nos téléphones n'étaient pas si smart. C'est vrai que si on revient quelques années en arrière, nos téléphones n'étaient pas si intelligents qu'aujourd'hui. Vous vous souvenez encore quand on devait remplir notre répertoire de contacts à la main, sur papier, qu'on perdait, qu'on ne trouvait jamais. Les fonctions de nos téléphones étaient assez limitées. Si vous vous souvenez bien, la fonction la plus avancée que vous avez eue jusqu'au dans les années 90, c'était la fonction bis. Donc c'était un peu plus simple qu'aujourd'hui. Si on y réfléchit, l'iPhone a seulement 7 ans cette année, mais il s'est tellement installé dans notre quotidien qu'il a vraiment changé la façon dont nous interagissons aujourd'hui de façon numérique. Nous sommes branchés maintenant en continu et nous avons désormais la main justement sur notre vie numérique en instantané. Tout tient au creux de la main dans ce smartphone. La façon dont nous vivons l'email, par là même, est plus du tout la même qu'il y a encore 3-4 ans. L'année dernière, année du selfie, nous avons vu les ouvertures mobiles surpasser les connexions classiques. Ça fait un moment qu'on en parlait, mais ça y est, c'est arrivé. Il y a plus de gens qui se connectent à Internet via mobile que de façon classique. Et comme nous en parlons déjà depuis plusieurs années, si vous n'avez pas une réelle stratégie mobile, vous êtes en décalage avec la réalité de vos consommateurs. Nous allons donc rentrer dans le sujet à travers un exemple d'optimisation de campagne. Attendez, hop. Voilà. Première bonne pratique, donc bien évidemment, pensée mobile. Une grande partie de vos lecteurs le sont, donc ne les oubliez pas, comme on le disait, plus de 50% désormais, donc c'est vraiment indispensable. Beaucoup de vos clients reçoivent maintenant vos emails de façon immédiate. Le temps de déclenchement de lecture est beaucoup plus court qu'avant. Il est temps d'analyser comment ils consultent ces messages pour optimiser votre créativité en conséquence. De l'email mobile friendly au responsive design, il y a un éventail de nouvelles techniques à envisager. Tout d'abord, pensez à votre processus. Il faut trouver une méthode qui vous convienne. Entre mobile friendly et responsive, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Le mobile friendly va vous permettre d'être plus réactif, d'avoir un seul message qui va s'afficher sur l'ensemble des devices, donc plus facile à gérer, un seul code HTML. Par contre, c'est vrai qu'on va pouvoir mettre moins de contenu, puisque le contenu va devoir être adapté pour le mobile, contrairement au responsive, où là, au responsive, on va pouvoir gérer vraiment chacune des deux versions indépendamment. On va pouvoir profiter des paramètres de chacun des terminaux, puisque le code, avec un même code HTML, on va pouvoir différencier le message en fonction du terminal sur lequel il sera lu. Première étude de cas aujourd'hui. On va avoir une problématique sur laquelle s'est retrouvée la NBA. Et donc, je vous propose de décortiquer un peu la refonte que nous avons réalisée avec nos collègues américains de la newsletter quotidienne de la NBA. Si on regarde un petit peu la création originale, la structure qui était habituellement envoyée, bon, déjà pour contextualiser, c'est un email quotidien
qui est envoyé pour pousser des infos de la NZ. C'est une configuration de newsletter qui est assez classique, donc là on va retrouver un mélange d'images, de textes, de news, de contenu qui va être différencié. C'est l'avantage, donc l'avantage c'est qu'il y a un contenu qui est déjà de qualité et un contenu qui est, qui est présent en grand nombre sur le site. Il y a un bon équilibre entre le texte et les images. Par contre, c'est vrai que l'apparence est peut-être un peu datée, il y a des grandes zones de texte plutôt rigides et puis pas très bien adaptées pour mobile, puisqu'on remarque qu'il y a des textes qui sont encore en caractère assez petit. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de garder le même contenu en redisposant les éléments tout en pensant au mobile. On va essayer de moderniser la news pour optimiser les taux. Donc le résultat de notre réflexion, le voilà. Donc si on regarde un petit peu et qu'on analyse de haut en bas les évolutions qu'on a pu y apporter, on remarque premièrement qu'on a essayé de chercher vraiment une cohérence avec le site pour qu'il y ait vraiment une transition qui soit assez fluide. Tout d'abord, tout en haut, le pré-header. Donc le pré-header, très important, d'autant plus important avec l'avènement du mobile. Il faut vraiment porter attention à ces petites phrases en texte dynamique qui vont être tout en haut, puisque c'est ce qui va s'afficher dans le fil des mails de votre prévisualisateur de mail. Donc voilà, il faut vraiment porter une attention à cette partie-là. Donc au lieu d'utiliser un texte générique qui va être toujours le même d'un jour sur l'autre, on va essayer de le personnaliser déjà, ce qui va donner un peu de fraîcheur à la news. Ensuite, on affiche la barre de navigation. Donc là, plusieurs éléments intéressants. Déjà, c'est une bonne pratique qu'on conseille depuis longtemps, parce que ça donne aux utilisateurs une porte de sortie au cas où ils veulent avoir un autre type d'information que celui présent dans la news. Ça va générer du trafic sur le site. Et puis pour les utilisateurs qui connaissent mal ou peu votre site, ça va leur permettre d'avoir un aperçu du type d'information qu'ils vont pouvoir y trouver. En dessous, un fil info, donc là qui va donner la fraîcheur de l'information qui va être présente dans le contenu. Donc, assez intéressant aussi. Et puis on arrive sur le visuel principal. Donc là, ça nous paraissait important de donner vraiment un aspect qualitatif en mettant ce visuel en pleine page dans la zone de prévisualisation, donc dès l'ouverture du mail. On va vraiment avoir un côté immersif et qualitatif qui va être vu dès l'ouverture. L'avantage de cette image aussi, c'est qu'on va la régler pour qu'elle prenne la largeur du message, quel que soit le terminal sur lequel il est lu. Donc l'image va s'adapter et s'agrandir et se rétrécir, mais toujours faire la largeur totale. Globalement, ça va donner une zone de preview qui va être assez claire, assez équilibrée. On ne va pas surcharger, on va vraiment donner la part belle au visuel. C'est ce qui va donner envie un petit peu au lecteur de rentrer et d'en savoir un peu plus. Pour finir avec cette zone de prévisualisation, donc la zone de prévisualisation, pour rappel, c'est la zone qui va s'afficher dès l'ouverture du message. Donc c'est une zone très importante puisque c'est celle qui va permettre de capter l'attention et de délivrer le message le plus important au lecteur. Donc dans cette zone de prévisualisation, la dernière chose qu'on va faire, on va essayer de faire aussi bien attention à placer un call to action, une porte de sortie, un bouton, un appel au clic, et puis les liens vers les réseaux sociaux. Donc là, si on regarde dans la globalité, on a quelque chose qui est assez complet. On a des éléments principaux qui sont dans cette première zone. Si on fait défiler un peu cette newsletter, attendez, j'ai encore un petit problème technique. Voilà. Donc sur la version originale de la newsletter, celle qu'on a vue au départ, les articles et les titres avaient été divisés en deux sections. Là ici, on va essayer de consolider la zone, de créer une vraie zone de contenu texte en regroupant ces deux parties. Des visuels, des textes qui vont être regroupés dans cette zone. Un autre avantage, c'est que quand on la passera en version mobile, on aura déjà des colonnes qui seront préparées. Dans la deuxième colonne, on va mettre l'accent sur l'aspect social. Donc là, on va essayer de reprendre les comptes Twitter des franchises qui sont présentes sur le site et de les relayer dans cette zone-là. On va pouvoir les changer d'un numéro sur l'autre, on va pouvoir en mettre certaines en avant par rapport à d'autres.
Enfin, voilà, c'est vraiment la zone sociale qui est bien identifiée dans la newsletter. Si on descend un peu, on a ajouté également du nouveau contenu, qui est du contenu vidéo, qui est disponible sur le site et qui n'était pas présent sur la news, tout ce qui est vidéo du site de la NBA. Donc on va rajouter des liens, on va ouvrir un peu à différents contenus, puisque là on n'avait pas encore de liens vidéo. Et donc on utilise des ressources qui étaient à la disposition de la NBA, et qui n'était pas mise en avant dans la newsletter. Donc là, ça nous permet de diversifier un petit peu le contenu. On a un fond gris qui tranche avec le fond blanc du contenu de la newsletter. Ça nous permet aussi de créer des éléments différents. Donc là, on le voit avec la partie vidéo, où on a une différenciation, une individualisation des zones. Ça permet de mieux se repérer du premier coup d'œil, de mieux individualiser les zones, de clarifier ainsi la lecture. Alors maintenant, je vous propose de voir la version mobile, puisque là, on était sur la version bureau. Donc voilà la version mobile. Donc là, vous voyez, en un seul code HTML, on va avoir une version qui va être différenciée entre les différents terminaux sur lesquels on va lire le message. Donc c'est un seul code pour différentes versions. Et là, on va pouvoir maîtriser vraiment les différences entre les versions en profitant de chacune des opportunités des terminaux, et puis en respectant aussi les contraintes qui s'appliquent à ces différents modes de lecture. Donc on va commencer avec le logo. Alors c'est vrai que le logo, c'est souvent une zone qui est négligée dans la version mobile. En général, il se rétrécit, puis il se met en haut à gauche. C'est un peu dommage, puisque c'est la première chose qui va apparaître. Donc là, on a fait le choix de remplacer l'image du logo et de la mettre vraiment en plein écran pour qu'elle prenne toute la largeur, qu'on ait vraiment une annonce claire de qui communique, de vraiment bien identifier. Une chose importante avec la responsive, c'est la possibilité d'échanger des images ou de les masquer. C'est exactement ce que nous avons fait ici. C'est voilà, on a effacé, on a supprimé l'image du logo qui était présente sur la version normale, et puis on l'a remplacée par une image en pleine tête, en pleine largeur, pour avoir un impact plus fort. L'image principale, comme je vous le disais tout à l'heure, elle va s'adapter quel que soit le contenu. Elle est réglée ce qu'on va appeler en pourcentage, ce qui fait qu'on va avoir une image qui va prendre toute la largeur, quel que soit le terminal sur lequel il est lu. C'est vraiment pertinent, puisqu'on va avoir quelque chose de qualitatif dès l'entrée de la newsletter. Ensuite, on va avoir les boutons, où là, les boutons, on va aussi les agrandir, puisqu'on, comme vous le savez, on navigue pas de la même façon avec une souris qu'avec un doigt. Donc, on va avoir moins de précision avec une navigation digitale. Donc, on va toujours faire attention à ce que les call to action et les appels au clic soient davantage mis en avant, davantage séparés des uns des autres pour pas avoir d'erreur de navigation. La simplification du partage, puisqu'aujourd'hui, le partage n'est pas l'apanage de la version bureau. On partage tout aussi bien et tout aussi facilement sur mobile. Donc, toujours le mettre bien en avant. On va voir un peu la partie contenu. Donc, on la voyait sur la version bureau, on avait donc nos deux colonnes. Hop. Attendez. Donc, une des principales caractéristiques du responsive, c'est la capacité de s'adapter entre les deux versions. Et là, ce qu'on va demander là, dans la gestion du contenu, c'est le passage d'un bloc sous un autre. Donc, on lui spécifie qu'au lieu de se mettre côte à côte, il va se mettre l'un sous l'autre. Ce qui nous permet de garder une taille raisonnable, puisque vous voyez bien que si on prend la version bureau, la partie de contenu, et qu'on la réduit dans la largeur à la largeur d'un mobile, on va avoir un texte qui va devenir rapidement illisible, incliquable. Et donc, on va passer un bloc sous l'autre, ce qui va nous permettre de garder une taille raisonnable des liens qui vont permettre d'être cliqués avec le doigt. Donc, on optimise complètement l'espace qui nous est alloué sur un écran de mobile. La partie vidéo. Donc là, vous le voyez, on avait les quatre parties qui étaient côte à côte. Là, pareil, on va faire le choix de les séparer.
donc de passer, d'avoir 2 blocs, puis de passer des 2 blocs à la ligne, qui nous permet de garder une taille raisonnable. Donc là aussi, la vidéo, il y a encore quelques années, on pouvait hésiter à la placer dans une version mobile. Aujourd'hui, ça fait partie intégrante des activités qui sont faites sur un téléphone. Donc voilà pour cet exemple pour la NBA. Pour continuer sur le responsive, il faut bien sûr penser mobile, c'est vraiment le cœur du sujet du responsive, mais il faut aussi essayer d'aller voir un peu plus loin. Donc aujourd'hui, en effet, on a un rétrécissement des écrans avec l'iPad, les tablettes, les téléphones, mais on a aussi, paradoxalement, un agrandissement de certains écrans. On a des écrans qui ont tendance à s'élargir, des écrans de bureau qui vont être des écrans larges, qu'on va appeler les widescreen, qui vont pouvoir atteindre des tailles bien plus grandes qu'auparavant. On va avoir tout ce qui va être Smart TV. Il y a une partie de la population qui commence déjà à consulter sur des télés grand écran. Et puis même voilà, les écrans de bureau, donc les Smart TV, les écrans de bureau. Donc ces formats-là ont tendance à s'agrandir, et c'est là où aussi on peut penser responsive pour ces écrans-là. Donc il est nécessaire de penser réduction, mais il est nécessaire aussi de penser adaptation dans la largeur. Donc là, sur une optimisation que nous avons réalisée pour le coq sportif, le coq sportif dispose de grands visuels, de visuels qualitatifs et attractifs sur leur site, et on voulait vraiment que le passage s'effectue naturellement de l'email au site. Donc on a essayé de reprendre cette idée de visuel en pleine largeur sur l'emailing. Donc là, vous voyez un exemple de la prévisualisation de 800 pixels. Donc là, on est sur un écran classique avec une largeur de 800 pixels dans la zone de prévisualisation. Bien sûr, on adapte notre message au mobile, donc on va réduire l'image, mais vous voyez, l'image, elle vient se recouper un peu, mais s'adapter au format de l'écran mobile. Et on va penser au widescreen, donc aux prévisualisations plus larges, où là, on peut le voir, l'écran qui vient se mettre sur l'image qui vient se mettre sur toute la largeur, qui vient prendre toute la place, qui donne vraiment un côté qualitatif au message et qui est vraiment cohérent avec le site. Donc voilà, quand vous pensez optimisation responsive, pensez-le aussi pour les adaptations en grand écran. Donc pour clôturer sur cette partie, donc ayez une gestion du responsive au top. Concrètement, parce que vous allez me poser la question, que pourrons-nous faire avec un code responsive? En fait, c'est assez simple si on résume. On va faire des apparitions, des remplacements ou des suppressions de blocs d'une version à l'autre. Donc on va vraiment choisir de remplacer un bloc, d'en supprimer un s'il est plus pertinent, d'en ajouter un s'il y a une fonctionnalité supplémentaire. Donc voilà, il y a ces apparitions, remplacement, suppression de blocs. Il y a la mise à l'échelle des visuels. Donc comme on a vu là dans l'exemple NBA où on va rendre le visuel proportionnel à la taille de l'écran. La mise à l'échelle de ce visuel, et puis le passage de contenu de côte à côte en blocs superposés. Donc vous voyez, c'est assez simple si on simplifie au maximum. On a vraiment ces trois possibilités-là. Ajout, remplacement, suppression d'un bloc, mise à l'échelle du visuel, puis passage des contenus côte à côte en blocs superposés. Deuxième chose importante à définir, c'est adapter votre choix de technique de template à vos processus. Si vous avez besoin de réactivité et que vous avez un contenu limité et que vos ressources techniques ne sont pas spécialisées, privilégiez une structure unique pensée pour le mobile. Ça va être le mobile friendly. Donc c'est un email qui va être d'une largeur un peu réduite, sur lesquels les textes vont être de taille suffisante pour être bien lus par email, dans lequel les boutons vont être de taille suffisante pour être cliqués, et vous allez envoyer un mail, un seul message, qui va, en se réduisant sur la version mobile, être adapté. Donc, un seul message, un seul code HTML. À l'inverse, si vous voulez pouvoir délivrer un double message et l'adapter en fonction du terminal, donc comme ce qu'on a vu, passer les blocs l'un en dessous de l'autre, réduire les images, là, il faut que vous vous mettiez à faire une version responsive. Troisième point important, testez régulièrement vos templates. Le responsive, ça s'appuie principalement sur le code pour obtenir le rendu. Donc, il faut surveiller fréquemment les templates pour s'assurer qu'ils continuent de s'afficher de façon appropriée et optimale. Il y a beaucoup de terminaux de lecture aujourd'hui, que ce soit en version bureau, en version mobile, entre les navigateurs, les webmails, les clients mails, ça devient assez énorme.
Donc il faut, et puis les mises à jour, puisqu'il y en a beaucoup, et en plus ils se mettent à jour fréquemment. Donc vraiment, tester régulièrement les codes vos codes sur les principaux, ce qui vous permet de voir un petit peu s'il y a des choses qui ont évolué. Parce que parfois il y a de nouvelles contraintes qui apparaissent, mais parfois aussi il y a de nouvelles opportunités. Il y a de nouvelles choses qu'on va pouvoir faire. Donc c'est vraiment important de les tester pour savoir où est-ce qu'on en est. Quatrième point, penser fond autant qu'à la forme. Alors c'est vrai que le responsive, on se dit, ben voilà, c'est la réadaptation d'un message en fonction des écrans. Et on va redisposer juste la forme. Bah, nous, on essaye un petit peu de vous conseiller d'aller un peu plus loin. Parce qu'en effet, il y a certaines contraintes sur le mobile. Voilà, on en parle depuis tout à l'heure, la taille des textes, la taille des boutons. Mais ça va nous offrir aussi certaines opportunités. On va pouvoir, basiquement, avec un téléphone, qu'est-ce qu'on fait? En téléphone. Et donc, on va pouvoir instaurer des clics tout call. Donc, un bouton qui va permettre de faire une porte de sortie. Au lieu de remplir un formulaire, ce qui peut être assez fastidieux sur un mobile, là, on va mettre un bouton qui va renvoyer directement vers un call center, par exemple, qui va déclencher un appel en point de vente ou un call center, ce qui va être beaucoup plus pertinent comme porte de sortie sur le site. Pareil, par exemple, aussi pour les téléchargements d'applications mobiles. Ou sur une version mobile, vous allez pouvoir directement lancer l'application de téléchargement de téléchargement de l'application. Donc, pensez au fond aussi autant qu'à la forme. Cinquième point important, gérer la dégradation élégante. On en parlait à deux points précédents. Il y a tellement de configurations différentes entre les navigateurs, les webmails, les clients mail, les téléphones, les ordinateurs, que vous ne pourrez jamais avoir un code qui soit optimal à 100% tout le temps. Ça va être très compliqué. Donc, il faut toujours penser, quand on crée une structure de message, à gérer la façon dont elle va se dégrader. À anticiper l'image qui va mal s'afficher ou le texte qui va sauter. Donc, privilégiez toujours votre message de fond. Donc, il faut toujours essayer de faire passer le message. Donc, même s'il s'affiche, c'est un peu moins joli, il faut toujours essayer de s'assurer qu'il soit délivré de façon optimale. Dernier point, contextualiser la lecture sur mobile. Alors, si on dit qu'il faut mettre des textes un peu plus grands, des boutons un peu plus grands, c'est aussi parce que tout le monde le fait, mais quand on lit les emails sur mobile, on n'est pas toujours dans les conditions optimales. Hein. La lecture sur mobile, c'est rarement installé chez soi dans un canapé avec une connexion impeccable. Donc, quand pensez à vos abonnés qui vont lire vos emails en extérieur, dans le métro, bousculés, avec une humidité trop forte, le confort de lecture n'est pas du tout le même. Et donc, il faut vraiment penser lisibilité, clarté du message, optimisation de la navigation. Et puis, bien entendu, quand on fait du mobile, on s'assure que les pages de redirection sont bien aussi optimisées pour mobile. Il n'y a rien de plus décevant que d'avoir un email qui va être adapté pour le mobile, et puis on va cliquer, on va arriver sur un site en flash ou un site qui n'est pas du tout responsive, et on va perdre tout le bénéfice de la qualité de notre message. Voilà pour cette première partie. Deuxième partie, il était une fois un temps où le GIF était le seul moyen de dynamiser vos messages. C'est vrai que pendant longtemps, le GIF était le top de l'animation. Quand on voulait mettre un élément en avant, un message en avant, on utilisait un GIF. Ce qui était pratique parce que ça passait sur l'ensemble des navigateurs, c'était facile à mettre en place, facile à créer, on en trouvait plein. Et puis, au fur et à mesure, là, je vous en ai trouvé un beau hein, pour illustrer ce propos. Ils ont eu tendance à passer de mode. C'est vrai qu'il y a eu un côté un peu ringard de ces animations en deux temps. Et c'est vrai qu'on a commencé à en voir de moins en moins. Et puis aujourd'hui, on les voit réapparaître sous de nouvelles formes. Donc, c'est mon deuxième conseil du jour, l'animation et la vidéo, attirer l'attention. Donc, n'hésitez pas à dynamiser vos messages. Donc, les animations, ça reste en effet un excellent moyen d'attirer l'attention de l'utilisateur. Ça vous permet de vous démarquer parmi d'autres communications de vos concurrents et aussi de mettre beaucoup d'informations dans un espace réduit. Avec une animation, on va pouvoir mettre plusieurs messages dans un même espace grâce au défilement. Contrainte importante, par contre, et ceux qui font du B2B le savent très bien, c'est Outlook.
Alors Outlook nous bloque les GIFs, puisqu'il utilise le moteur de rendu qui vient de Word, et donc on n'a pas de GIF qui s'affiche dans Outlook. Outlook affiche uniquement la première image des animations. Je vais me permettre d'intervenir une petite seconde. Il semblerait en fait que certaines personnes ne puissent pas avoir la présentation en entier sur le webinaire. On s'en excuse, visiblement il y aurait un petit souci technique. Sachez que si vous le souhaitez, nous mettrons la présentation à disposition sur SlideShare juste après le webinaire, et donc vous pourrez avoir récupéré le PowerPoint et avoir une vue optimisée de la présentation. Donc je relaisse la parole à Antoine. C'est normal que dans tout bon webinaire, il y ait des difficultés techniques, hein, sinon ce serait beaucoup moins marrant. Donc pour en revenir à mon problème d'Outlook, qui n'affiche que la première image de l'animation, donc c'est vraiment une contrainte à prendre en compte. Et assurez-vous, quand vous faites de l'animation, à ce que votre première image contienne l'essentiel de l'information. J'ai en souvenir un exemple d'un retailer il y a quelques années qui avait mis dans son animation moins 20, moins 30, moins 40, moins 50%. Donc vous imaginez bien que sur Outlook, c'est la première image qui est restée bloquée, moins 20%. Ça n'a pas le même impact que moins 50%. Donc la deuxième étude de cas qu'on va analyser, la newsletter sortie de la semaine de Sony. Donc Sony qui envoie une newsletter de façon hebdomadaire à leurs abonnés de flux. Donc ça met en avant les actualités, les films des films, des sorties, et puis tout le contenu que les abonnés peuvent voir sur le flux de leur PlayStation et sur d'autres dispositifs comme la PSP. Donc voilà, c'est une sorte de système de VOD délivré par Sony. La créa était plutôt déjà bien faite. Voilà, on remarque qu'il y a une vraie structure, il y a des call to action qui sont clairs, les visuels qui sont importants. Donc ça fonctionne déjà assez bien. En plus, il y a un côté mobile friendly, elle s'adapte pas trop mal au mobile, vu que les boutons sont assez gros, que les visuels sont assez forts, on a une bonne lisibilité. On est sur une largeur en plus de 560 pixels, ce qui est une largeur classique de mobile friendly. Le problème de cet email, c'est que ça va être le même email chaque semaine, avec la même structure, avec la même construction. Alors, voilà, on va changer les images, mais ça va être exactement la même chose. Donc la problématique qu'avait Sony, c'était vraiment de comment conserver l'intérêt dans la longueur, comment conserver des taux intéressants, comment est-ce qu'on peut faire convertir davantage l'abonné. Donc là, on va voir un petit peu la proposition qu'on a faite. Donc voilà le résultat. Comme on l'a vu tout à l'heure sur l'email de la NBA, on commence par la phrase d'introduction et le lien vers la page miroir en cas de problème. Donc là, toujours faire attention à ce que ce soit bien présent pour générer des taux d'ouverture importants. Le logo, qu'on va essayer de conserver bien visible. Donc là, une entrée classique, on le laisse dans le coin supérieur gauche, et on ajoute la barre de navigation dans le même esprit que la newsletter NBA, vraiment pour inciter les abonnés à explorer d'autres contenus et générer du clic vers d'autres services. On fait également apparaître le lien Mon compte, ce qui permet d'avoir une newsletter un peu plus personnalisée, puis de déclencher plus facilement un déclenchement de vente en faisant un transfert plus facile de la newsletter au site. Un édito, puisque comme vous le voyez dans la version originale, il n'y avait pas du tout de contenu éditorial. Donc là, on ajoute un contenu éditorial avec une personnalisation et un ton un peu plus personnel pour avoir un résumé du contenu qu'il va y avoir à l'intérieur. On garde l'image principale, on fait quelques ajustements sur cette image et sur les titres. Donc on place les titres en texte en dynamique, ce qui nous permet de passer à travers les bloqueurs d'images. Ça facilite aussi la lisibilité. Et puis on traite vraiment une hiérarchie différente entre le film principal et les films secondaires.
La barre des médias sociaux, donc là on a fait le choix de la placer au centre, donc ce qui peut être intéressant puisqu'elle va ressortir davantage en étant placée au milieu du contenu que classiquement tout en haut ou tout en bas. Donc là on la place au centre. On la place déjà une fois que les lecteurs ont déjà vu une partie de la news. Donc elle est placée de façon assez intéressante. On a gardé les gros boutons de la création originale, puisque c'est quelque chose qui était assez efficace. Là, on voit les titres en texte unique. Nous avons aussi introduit le nombre d'étoiles. Tout à l'heure, on voyait avec les news NBA on les avait incités à placer leur contenu vidéo dans la newsletter. Voilà, Sony disposait d'un système de notation qui était fait par les utilisateurs sur les films. Bon, c'est quelque chose qu'on a motivé à insérer directement dans la newsletter, parce que si on regarde les études qui ont été faites à ce sujet, on peut remarquer qu'un produit, ou là, en l'occurrence un film sur lequel on va avoir les avis d'utilisateurs directement dans la newsletter, ça peut générer un taux de clic supérieur de 16%. Donc profitez du contenu qui est à votre disposition, que ce soit en termes de différents médias ou que ce soit en termes justement de recommandations sociales, à l'insérer dans la newsletter. Et puis en bas de l'email, on a ajouté un lien vers l'enquête de l'expérience client. C'est une enquête qui est intéressante et qui permet au fur et à mesure de venir qualifier les utilisateurs de la newsletter. On est là pour parler vidéo et animation, donc là, voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Dans le cas précis de Sony, il y avait une vraie pertinence à leur proposer un contenu vidéo dans la newsletter. C'est un contenu dont ils disposent déjà sur le site. Alors là, vous devez avoir la vidéo version webinar, hein, donc un peu saccadée, mais je vous promets qu'on a une vraie fluidité quand ça s'affiche directement dans le lecteur d'email. Alors, il y a quelques années, si on fait un peu d'historique, il y a quelques années, c'était assez simple de mettre une vidéo dans l'email. Il y avait la balise object, on insérait la vidéo, elle venait directement se mettre, on n'avait pas à la traduire, pas à la retranscrire, c'était pratique. Et puis les webmails, les clients mail, c'est devenu compliqué, les navigateurs ont renforcé tous leur politique de sécurité, et c'est devenu de plus en plus compliqué d'insérer la vidéo, puis un jour, on n'a carrément plus le droit du tout. Donc on est revenu quelques années en arrière. Et donc on s'est rabattu pendant plusieurs années sur des solutions alternatives comme les faux players de vidéo pour inciter au clic et c'est vrai que le résultat était quand même pas aussi impactant. Ensuite on a transformé les vidéos en GIF animé, qui a donné déjà un beau résultat, mais c'est vrai qu'on avait un poids qui était parfois assez lourd, et puis on n'avait pas de son, donc c'était un peu problématique. Grâce à l'arrivée du HTML5, on peut à nouveau, ça y est, insérer des vidéos. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire vraiment de façon optimale. Donc on a un poids qui va être moins impactant puisqu'on va être sur du streaming, et donc la vidéo sera traitée de la même façon sur le site. Alors, il va falloir attendre encore un petit peu pour avoir une compatibilité parfaite, mais nous, on conseille déjà depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, de l'utiliser vraiment, puisqu'on gère la dégradation de façon élégante. On peut gérer le terminal qui ne va pas supporter la vidéo en HTML5, on va pouvoir gérer une image de fallback, donc un GIF animé par exemple, qui va simuler la vidéo, qui va inciter l'utilisateur à cliquer pour la voir sur une page hébergée, ou un JPEG sur lequel il y aura un faux player qui va inciter à voir la vidéo. Donc voilà, le message est délivré quoi qu'il arrive, ce qui est le plus important. L'évolution du template, donc ce qui est intéressant aussi pour éviter à l'utilisateur, au lecteur de se lasser, c'est le fait de pouvoir personnaliser le template. Donc là, en l'occurrence, bon, bien sûr, on va pouvoir personnaliser la phrase de pré-header, on va pouvoir modifier le logo. Donc voilà, dans une structure qui va être assez préétablie au départ et assez carrée, on va venir pouvoir jouer donc et casser un peu l'habitude ou la lassitude qui pourrait s'instaurer avec les différents numéros de newsletter.
Autre point pour dynamiser vos communications en termes d'animation, le cinémagraphe. Donc là, c'est une technique qui est vraiment intéressante, c'est super élégant, donc ça se prête vraiment à des secteurs du luxe ou à des secteurs dans le retail. Donc c'est une variante de la vidéo pour dynamiser les campagnes. Alors c'est une technique qui consiste à extraire une boucle d'animation au sein d'une vidéo. Donc on va isoler une partie d'animation au sein d'une vidéo. Ça donne un effet de mouvement qui est vraiment intéressant sans être trop impactant et ça ne va pas phagocyter un peu l'intérêt de votre message principal. Donc voilà d'autres exemples, donc d'avoir vraiment juste une partie des images qui bougent et on peut venir ensuite placer un message autour de cette vidéo. Alors c'est pas, alors, on a souvent des problèmes de clients qui nous disent oui mais moi j'ai pas de vidéo de cette qualité à disposition, qu'est-ce que je peux faire et en fait c'est pas si compliqué que ça puisque c'est vraiment une boucle très courte, donc en trouvant, on peut toujours trouver un extrait dans une vidéo déjà existante pour en extraire une image sympa. Dernier point sur la dynamisation de vos campagnes, le compte à rebours. Alors le compte à rebours, c'est aussi une technique qui est super intéressante. Donc là, c'est un message qu'on a réalisé pour le Crédit Agricole. Donc c'est un email compte à rebours. Donc le temps défile jusqu'à un instant T qu'on aura prédéfini de façon dynamique. Donc ce qui veut dire que quel que soit le moment où vous allez ouvrir l'email ou les lecteurs vont ouvrir l'email, le compte à rebours sera toujours à jour. Donc on va vraiment mettre l'accent grâce à ça sur un événement, sur un instant T. Alors on s'en sert pour les lancements de soldes, les ouvertures de points de vente, des nouvelles collections, des événements. Alors, on a vraiment de multiples utilités à ce compte à rebours. Et puis l'autre avantage, bon, donc il est mis à jour dynamiquement. Et l'autre avantage, c'est qu'il fonctionne sur mobile. Donc on va pas, là en faisant une réduction proportionnelle, avoir cette vision, même sur mobile. Troisième point, pour rester dans les princesses, donc il était une fois, une époque, où notre boîte aux lettres, c'était ça. Alors les choses ont bien changé depuis, et aujourd'hui, on n'est plus sur ce genre de boîte aux lettres. Donc là, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de tester, on est sur l'onglet promotion de Gmail. Donc vraiment qui maintenant, enfin c'était un test, hein, c'est pas passé comme ça pour tout le monde, mais qui change vraiment la façon de prévisualiser les messages. Donc c'est Gmail qui vient extraire une image de votre email et vient la prévisualiser dans la grille de prévisualisation d'email. Donc c'est vraiment une autre façon complète de penser l'emailing. Donc pour ce faire, nous, ce qu'on va vous inciter, c'est vraiment à personnaliser. La personnalisation à travers un email, ça débute un dialogue avec votre client. Donc essayez toujours, comme vous devez essayer d'analyser les contenus disponibles pour en profiter, analyser les données dont vous disposez sur vos contacts et chercher le meilleur moyen de les utiliser. Habillez-les de façon optimale pour vraiment que ça s'insère parfaitement dans votre communication. La personnalisation, aujourd'hui, c'est plus juste le nom et le prénom. Ça va être tout l'ensemble le ton que vous allez aborder, la connaissance de vos clients. C'est ce qui va définir la relation que vous allez avoir avec votre abonné. C'est ce qui va instaurer une relation one-to-one avec vos contacts. Donc là, le troisième étude de cas qu'on va analyser aujourd'hui, donc l'email de confirmation de commande de Charming Charlie. Donc voilà leur email, la création originale. Donc leur email de commande, comme on peut en voir régulièrement. Hein, c'est un email de confirmation de commande qui est assez classique. On trouve le logo, les informations récapitulatives. Il y a même une personnalisation sur le nom et le prénom. Donc c'est assez simple. C'est vraiment c'est ce qu'on lui demande. Mais c'est vrai que ça peut être un peu déceptif dans le ton qui va être donné à ce message. Charming Charlie est réputé pour avoir un ton et une image assez dynamique, assez fun, assez décalé. Et là, c'est vrai que bon, on n'est pas vraiment sur ce registre-là. Donc là, commençons par voir un petit peu un email push habituellement utilisé par cette marque.
Donc c'est vrai que là, on voit bien, c'est coloré, c'est dynamique, le ton est vraiment là cohérent avec l'image de la marque. Donc on remarque tout de suite qu'il y a des éléments qu'on pourrait reprendre sur notre email transactionnel, donc dans l'entête principalement, hein, les onglets de navigation, les différentes fonctionnalités, notamment ils ont une fonctionnalité qui est assez intéressante qui est le Shop by Color, qui permet de faire des sélections de produits par couleur. Donc là, ça pourrait être intéressant, c'est des choses comme ça qu'on va venir importer dans l'email de confirmation de commande pour pouvoir augmenter un peu les taux. En prenant en compte le floor taux d'ouverture sur mobile, bien sûr, on va essayer d'optimiser cet email de confirmation de commande pour une lecture optimale sur mobile. Donc là, on va peut-être justement voir au niveau des 10 onglets de navigation ou justement cette barre de Shop by Color, comment on va pouvoir les optimiser. Donc voilà le résultat de l'optimisation. Donc on remarque déjà visuellement quelque chose de beaucoup plus coloré, de plus dynamique, qui s'adapte un peu plus au ton de la marque. Hein. Donc là, tout en haut, on va mettre notre phrase de pré-header, notre lien vers la page miroir. Donc là, vous voyez, on va essayer, comme si de Pretty Pictures, on va essayer d'avoir un ton un peu décalé qui s'adapte un peu plus à la marque. Alors, on a défini une en-tête, un header qui est assez concis, puisque le but, c'est vraiment d'arriver rapidement à la confirmation de commande. Donc, on va être sur un header qui va être assez concis. On va utiliser uniquement les liens les plus consultés, ce qui va nous permettre de réduire le nombre de liens et donc d'être adapté sur mobile. On va avoir un lien vers le compte et vers le store locator. On va avoir une reprise de l'offre de livraison gratuite. Donc, tout ça va se trouver dans le header. Donc on va avoir beaucoup moins cet esprit email administratif qu'on pouvait avoir auparavant. Donc le ton est vraiment différent, le contenu éditorial est également vraiment différent et s'adapte mieux au style de la marque. Donc ensuite on va arriver à la confirmation de commande en tant que telle, où là on va avoir une confirmation de commande qui va être claire, qui va être ordonnée, puisque c'est vraiment le fond de notre message, mais ce qui ne va pas nous empêcher de mettre des images des produits, ce qui va avoir un rappel plus fort par rapport à l'acheteur. Les gens peuvent voir directement ce qu'ils ont commandé. On va afficher clairement les infos qui se rapportent à cette commande. Et puis on va en profiter de cet envoi pour placer d'autres éléments. Donc on en profite pour faire un peu de cross-selling et d'upselling. On voit bien que, bien évidemment, à partir du moment où on fait de la proposition personnalisée, on va avoir un taux de clic et de conversion qui va être intéressant. Donc même dans un email administratif de confirmation de commande, on peut générer du clic en utilisant des moyens comme ceux-ci. Alors, on avait remarqué qu'il y avait aussi un très fort taux de clic sur les emails push avec le store locator et la personnalisation du point de vente le plus proche. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on va reprendre puisque c'est assez intéressant. Et puis, bien entendu, on envisage toujours une dégradation élégante pour continuer des difficultés de rendu. Et là, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le responsive des écrans larges, là, on va aussi appliquer le fond qui va s'étaler sur l'ensemble de la largeur. J'en profite pour rebondir sur l'équilibre texte-image. Donc c'est vrai qu'on en parle régulièrement. Il y a toujours cette question qui vient en suspens. Quelle est la part d'image, de texte, qu'est-ce que je dois faire? Alors c'est vrai que le sujet est toujours d'actualité, notamment avec le développement sur mobile. C'est vrai qu'on peut avoir des débits qui vont être réduits sur mobile. Donc c'est toujours important de dispenser une bonne partie de votre message en texte pour que quand les bloqueurs d'image sont activés ou que le chargement est un peu lent, qu'il y ait toujours un message qui soit votre message principal qui soit dispensé. Alors pour optimiser vos campagnes qui ont des images bloquées à l'ouverture sur la webmail, c'est très important de bien maîtriser l'intégration HTML. Et là, je vais vous montrer un exemple de technique qui permet de vous différencier, même quand vos images sont bloquées. Alors c'est ce qu'on va appeler le smart coding. Donc là, je vous présente un exemple qu'on a réalisé pour Decathlon, pour la présentation du lancement du téléphone Quechua. Donc vous voyez à gauche l'image qui va s'afficher dans le webmail, image bloquée, et puis à droite l'email normal.
Donc là, ce qu'on va faire en premier, c'est d'essayer de découper intelligemment le message, de le découper en fonction des différentes parties pour que ça reflète la structure du message. Chaque information présente dans une image doit être commentée, donc on vient mettre du texte alternatif qui va s'afficher à la place des images quand celles-ci seront bloquées. Et puis bien sûr, le texte, on va l'habiller. Donc là, on le voit bien, par exemple sur le titre, on va avoir un titre qui va être dans une typo qui va être plus grande, qui va être en orange, qui va être en gras, donc qui va nous permettre de structurer, d'hiérarchiser le message uniquement avec du texte. Et puis, pour finir, on va mettre des fonds de couleurs à des bons endroits, des fonds de couleurs dans les cellules, ce qui va nous permettre de structurer l'email. Donc là, il y a vraiment un intérêt, c'est qu'on va vraiment susciter l'intérêt de l'utilisateur avant même qu'il ait débloqué les images. Et on remarque d'ailleurs qu'il y a des utilisateurs qui ont plus besoin sur certains messages de débloquer les images que l'info qui est dispensée dans la version image bloquée est suffisante pour déclencher un clic. Donc le texte alternatif, les fonds de couleur. D'autres exemples, alors on peut délivrer un maximum d'informations sans mettre d'image. Voilà. Donc vraiment les images, c'est ensuite un surplus, un bonus quand il y a un déblocage d'images. Et puis là, un troisième exemple qui peut être intéressant, puisqu'on peut aussi, grâce à cette technique, montrer un pré-message, un message en amont de l'image débloquée, et donc créer un peu de teasing ou de curiosité, ou créer quelque chose d'un peu d'intriguant. Alors cette technique, c'est une technique de découpage HTML classique, sauf qu'on va essayer de le faire de façon intelligente. Alors ça demande un peu plus de temps de préparation, comme vous en pouvez vous en douter, donc c'est pas obligatoirement quelque chose à systématiser. Nous, on ne va pas vous inciter à systématiser à chaque fois. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est sur des OP qui sont très importantes pour vous. Ça va vraiment pouvoir permettre de vous différencier directement dans la boîte mail image bloquée et donc par là même optimiser les taux de cette campagne. Donc voilà pour aujourd'hui pour les exemples que je voulais vous présenter et les thèmes que je voulais aborder avec vous. Donc si on résume un petit peu ce dont on a parlé aujourd'hui, on va récapituler un petit peu. Le premier point, c'est de penser mobile. Bon, ça fait un moment qu'on le répète, mais là vous n'avez plus le choix. Donc pensez mobile. Et puis avant de vous lancer, décidez-vous vraiment sur l'approche qui vous conviendra le mieux, le responsive ou le mobile. On l'a abordé un peu aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra rentrer un peu plus en détail. Si vous voulez vraiment adapter vos messages en fonction du terminal, que vous avez un contenu important, que vous voulez faire les choses vraiment de façon très fine, utilisez du responsive. Si vous voulez avoir une certaine réactivité, quelque chose de simple à mettre en place, quelque chose de rapide à mettre à jour, pensez plutôt mobile friendly. Si on reliste maintenant l'ensemble des bonnes pratiques pour monter une campagne à partir de zéro, bon, bien entendu, on va partir ce qu'on va appeler d'un wireframe, donc d'un squelette de message pour permettre la structure et pour voir la structure. Et puis, comme ça, on s'assure d'oublier aucun point important et que la globalité des éléments sont bien présents et de façon équilibrée. Une fois la structure posée, on vérifie bien la hiérarchie du message. Donc, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je veux mettre en avant? Quels sont les messages que je veux faire passer? Essayez d'avoir un message fort d'entrée dans la zone de prévisualisation. Donc, pensez à vos 350-400 premiers pixels de hauteur pour vraiment y placer votre message principal, sans oublier tout ce qui est call to action, appel au clic, pour générer des portes de sortie. Portez une attention particulière à votre pré-header, le lien vers la page miroir et la page récapitulative. Cette phrase seule peut avoir un réel impact sur les résultats de votre campagne, les ouvertures, les déclenchements des images. Donc vraiment, cette petite phrase qui va être tout en haut va être très importante. Assurez-vous que tous vos boutons soient clairs et identifiables. Testez vos pages d'atterrissage, que ce soit sur mobile ou sur une version classique. Testez toujours vos pages d'atterrissage. Envisagez l'utilisation de l'animation pour mettre l'accent sur un message particulier ou sur un bouton. Donc là, on l'a vu avec différents moyens de créer des animations. Testez votre création sur mobile, bien sûr, pour vous assurer de l'intégrité de votre communication. Même une newsletter qui n'a pas été pensée responsive au départ, testez-la. Vous voyez au moins comment ça apparaît. Peut-être que parfois, avec des choses simples, on peut avoir une dégradation qu'on va dire élégante. On peut avoir un message qui passe, même s'il n'est pas optimal au niveau de la forme. Utilisez le partage social. Ne vous contentez pas de les placer en pied de page ou en haut de page.
voilà, trouver le meilleur endroit pour les insérer. Il est plus pertinent de partager un article ou un produit que l'ensemble du newsletter avec 10 articles ou 10 produits. Donc parfois, peut-être qu'un partage par produit est plus intéressant. Et puis pour finir, testez votre code HTML avec et sans les images sur les principaux lecteurs de mail pour vous assurer de l'intégrité de votre message. Donc voilà un petit peu pour cette liste de bonnes pratiques. Nous voilà à la fin, arrivés à la fin du webinaire. Je vous remercie déjà de nous avoir suivis si nombreux, je vois ça. Et donc maintenant on va rester 10 minutes, un quart d'heure pour poser des questions si vous en avez, ou sinon de toute façon n'hésitez pas à nous consulter si vous avez d'autres questions.